Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa Avenir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Messieurs Thierry Monsenepio, président du conseil d'administration de la Société pétrolière en République démocratique du Congo, en sigle COBIL. Avec lui, nous allons aborder l'impact de l'industrie pétrolière sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. Bienvenue à vous, Excellence, et merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci. Pouvez-vous nous présenter le rôle des COBIL dans les secteurs pétroliers en Afrique et son impact sur l'économie régionale? Bon, écoutez, la République démocratique du Congo est un pays qui a non seulement le pétrole dans le sous-sol via les blocs pétroliers que le gouvernement a eu à mettre en vente récemment, mais aussi il y a un secteur de la commercialisation des produits pétroliers. C'est exactement dans ce secteur-là qu'évolue COBIL. Ça veut dire que le carburant raffiné qui est utilisé pour les avions, là on parle de kérosène, les véhicules, essence et gaz oil, sont des produits importés qui viennent des pays où il y a des raffineries. Et donc, lorsque ces produits arrivent, il faut qu'il y ait une société qui puisse les commercialiser pour permettre aux clients de pouvoir s'approvisionner. C'est comme ça que COBIL SA a été créé par le gouvernement pour permettre à ce que l'État, aux côtés des autres sociétés privées, puisse avoir aussi une part du marché dans ce secteur de commercialisation des produits pétroliers. Et COBIL existe depuis pratiquement aujourd'hui plus de 24 ans. Et ça a au total 42 stations qui sont disséminées sur l'ensemble du territoire national. Et pour la partie ouest, c'est-à-dire Kinshasa, Bandundu, Congo central, nous avons des produits pétroliers qui arrivent de par la province du Congo central, par Angoango notamment et le terminal de Mwanda également. Et pour la partie sud, nous sommes ravitaillés par les routes qui proviennent des pays du sud comme la Tanzanie ou l'Afrique du Sud. Et dans la politique de recrutement de COBIL, nous avons deux catégories d'agents. Il y a ceux qui sont directement engagés par COBIL et puis il y a d'autres qui, eux, sont des sous-traitants. Ils proviennent des sociétés de sous-traitance et nous privilégions l'emploi des jeunes. Ce qui fait que sur les 500 et quelques agents de COBIL, il y a pratiquement 70% qui sont des jeunes. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a aussi, au niveau de nos stations-service, des jeunes qui se sont constitués en revendeurs de produits. On peut appeler Kadhafi, c'est un nom qui est utilisé ici à Kinshasa notamment, qui s'approvisionne aussi auprès de COBIL. Pourquoi? Bon, écoutez, à l'époque, à Kinshasa, ici, on a donné ce nom-là à ceux qui vendent le carburant parce que le plus grand pays qui avait les réserves pétrolifères en Afrique, c'était la Libye. Donc, c'est comme ça qu'on a attribué à ceux qui vendent à la Soviet les produits pétroliers des Kadhafi. Donc, c'est dans ce sens que COBIL travaille pour distribuer ce produit qui sert aux Congolais. Mais au-delà de ce service que l'on fait, où les Congolais s'approvisionnent dans les stations, nous servons aussi les Congolais par les compagnies aériennes. La plupart des compagnies aériennes qui aujourd'hui desservent la République démocratique du Congo sont servies par COBIL en termes de kérosène. Et à part ça, le terminal qui est à l'aéroport de Ndjili pour l'approvisionnement en produits pétroliers pour les avions, c'est à COBIL, mais aussi COBIL est le fournisseur de produits pétroliers à Transco, qui est la société de transport urbain en République démocratique du Congo, et Transacadémie également. Très bien, mais vous venez de souligner que le gouvernement est en train de commercialiser notre pétrole, qui veut dire vendre. Le gouvernement vend ces pétroles-là où? Non, il y a une différence. Vous devez faire une différence. C'est qu'il y a le pétrole brut. Celui-là, c'est sous le sol. Il y a une partie qui est dans les roches qui sont sous l'océan. Et pour ce qui est de tout ce pétrole brut, le gouvernement a prévu des blocs pétroliers qui ont été mis en vente, en appel d'offres, pour permettre à ce qu'il y ait des sociétés qui exploitent le pétrole de manière brute puissent venir acheter ces blocs et commencer l'exploitation. Parce qu'en République démocratique du Congo, il n'y a qu'une société qui le fait, c'est Chevron, qui le fait vers les côtes de Mwanda. Mais pour le reste des blocs pétroliers, notamment dans le Congo central, dans le Graben Albertine, et même ici, dans la cuvette centrale,
la plupart de ces blocs ne sont pas encore exploités. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, maintenant, la commercialisation que fait Kobil, c'est la commercialisation des produits pétroliers raffinés, c'est-à-dire l'essence, le gazole et le kérosène. Super. Quels sont les principaux défis auxquels votre société est confrontée au niveau mondial jusqu'à présent? D'abord, sur le niveau mondial, il faut comprendre que nous avons la responsabilité de nous approvisionner sur le marché mondial. Et le plus grand problème qu'il y a avec le marché mondial, c'est la volatilité des prix. Parce que souvent, le secteur, comme le secteur des produits pétroliers, dépend des bourses. Et ces bourses sont influencées par les événements du monde. Je vous donne un exemple simple. Vous pouvez avoir aujourd'hui le prix du baril qui est fixé à $100, mais demain, par exemple, le plus grand gisement de ces produits qui provient, par exemple, d'Aramco ou d'une autre société qui se trouve, je sais pas, en Irak, par exemple, qui explose ou qui est attaqué par une guerre ou par une insécurité, la conséquence, c'est que le prix va augmenter. En ce moment-là, si vous avez prévu, par exemple, d'acheter votre tonne métrique à $1000, vous êtes obligé d'acheter à plus cher. Exactement. Et heureusement, ça se fait aussi que il y a des moments où il y a une accalmie dans le marché, où ce même prix baisse. Donc, vous avez prévu d'acheter, par exemple, à 1500 la tonne métrique, vous trouvez que vous pouvez négocier cela auprès des traders à 900 ou encore à moins. Donc, il y a tout cela sur le plan international qui peut aider. Et la plus grande difficulté également, c'est que le monde tel qu'il évolue a des pôles. Et ces pôles sont aussi influencés par la politique. Vous imaginez qu'il y a plusieurs sociétés, je ne parle pas spécifiquement du cas de Kobil, des sociétés qui sont dans la commercialisation des produits pétroliers, qui les achètent, mais qui plus tard, qui ont des contrats avec des raffineries et des sociétés qui commercialisent des produits pétroliers, mais qui plus tard sont obligés d'arrêter ces contrats parce qu'il y a eu des sanctions qui sont tombées sur ces pays. Je donne le cas de la Russie, par exemple. Donc, si vous aviez des contacts avec les sociétés russes qui vous vendaient les produits pétroliers et que finalement l'Union européenne et les États-Unis sanctionnent la Russie, la conséquence, c'est que vous devez vous trouver d'autres acheteurs ou d'autres vendeurs. Donc, c'est tout cela les aléas sur le plan international qui font partie de notre quotidien pratique. On pense que vous allez relever ce défi pour que tout se passe bien. On se bat, ce qui fait que les Congolais qui s'approvisionnent chez Kobil n'ont pas un problème de pénurie. Exactement. Alors, je sais que vous êtes aussi un homme politique bien réputé depuis pas mal d'années. Depuis que vous êtes chez Kobil, quelles sont les initiatives que vous avez déjà mises en face pour favoriser la jeunesse au niveau de l'emploi, de l'entrepreneuriat, pour activer au moins le jeune à s'y trouver un pain, un petit rien, parce que on parle maintenant de 70% de jeunes qui se retrouvent au chômage. D'abord, nous avons énormément travaillé sur le recrutement des jeunes. Dernièrement, même pour renforcer la sécurité au niveau de nos stations, il y a eu un programme de recrutement de ceux qui pouvaient travailler via une société avec laquelle nous travaillons pour la supervision de ce genre de cas, qui a recruté à peu près 200 jeunes qui aujourd'hui sont en train de travailler pour la sécurisation des stations de Kobil. C'est de 1. De 2, c'est passé où à Kinshasa? Ici à Kinshasa. Les formations ont été suivies et le directeur général, le professeur Placide Mutamba, a supervisé tout cela. On ne parle pas seulement de jeunes qui se trouvent à Kinshasa. Non, mais écoutez, d'abord, c'est un programme global. Nous avons commencé par Kinshasa, mais comme je vous ai dit au début de cette émission, nous avons des stations partout. Donc, c'est un programme qui va s'étendre partout où nous avons des stations-service. Deuxièmement, il y a exactement une année, nous avons fait une commande pour des huiles, c'est-à-dire les lubrifiants, les huiles moteurs spécifiques de Kobil. Et nous sommes en train de nous préparer pour la commercialisation de ces produits. Et attendez-vous bien que nous nous sommes organisés pour que nous puissions céder la vente à des groupes ou à des sociétés, non seulement des jeunes, mais en globalité des Congolais, qui pourront devenir les revendeurs de ces lubrifiants de Kobil. C'est un programme pour permettre à ce qu'il y ait un lien entre Kobil et le peuple congolais via cette activité-là. Donc, c'est parmi les initiatives que nous avons apportées, mais principalement également en interne, avec la direction générale, nous avons supervisé des séances de formation et
de renforcement des capacités. La plupart des fois des jeunes qui doivent prendre la relève parce que je vous ai dit ici que Kobil, c'est une entreprise qui a 2 décennies et que de ce fait, il y a des personnes qui ont été engagées depuis 20 ans, qui sont aujourd'hui appelées à quitter les fonctions pour prendre la retraite. Donc, il fallait renforcer les capacités des jeunes qui doivent les remplacer pour permettre à ce que l'activité puisse se pérenniser. Exactement. Alors, je reconnais que vous êtes aussi jeune, mais vous avez débuté votre carrière politique depuis votre plus jeune âge. Ah non, pas forcément. Hein. J'ai commencé ma carrière politique en 2016. En début 2016. Ah bon? Ah oui. Mais vous Depuis étiez des- jeune. Oui, c'est vrai. Vous étiez jeune. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a frappé ou qu'est-ce qui vous a façonné pour que vous soyez l'homme que vous êtes aujourd'hui. Principalement le souci de participer à la gestion de la chose publique, d'apporter des idées qui pourront aider les jeunes, qui pourront aider le pays, qui pourront aussi faire avancer les idées qui sont les miennes, parce que je suis convaincu que les Congolais ont des capacités extraordinaires. C'est même dans ce sens-là qu'il y a pratiquement 2 ans, j'ai mis en place une coopérative d'épargne de crédit pour permettre à ce que les jeunes qui ont des projets puissent être financés. C'est installé ici à Kinshasa, où nous avons déjà 5 bureaux de représentation, et aussi à l'intérieur du pays. Cela permet entre autres de pouvoir apporter à ces jeunes des réponses à des questions, notamment en ce qui concerne le financement de leurs projets. Vous savez, vous pouvez tomber sur un jeune qui a un projet extraordinairement bon, mais il n'a pas le collatéral qu'il faut pour aller chercher un appui à la banque. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons ce projet, nous finançons, nous l'accompagnons pour que cela puisse réussir. Parce que avoir l'idée du projet, c'est bien, mais avoir l'intelligence financière, c'est autre chose. Donc, nous accompagnons ces jeunes, nous accompagnons ces mamans maraîchères pour que non seulement ils apprennent l'épargne, mais aussi qu'ils sachent comment organiser leurs petites économies. Et cela est... Les jeunes qui vous suivent aujourd'hui, s'ils ont besoin de venir auprès de vous, comment ils peuvent faire? La Colombe se trouve sur l'avenue des Huileries, ils peuvent aller, c'est très visible, c'est une coopérative qui est très visible, ils peuvent y aller et ils vont rencontrer du personnel qui va les rencontrer sans Y a-t-il des principes ou des motifs, des documents qui doivent... Non, principalement, c'est d'abord bénéficier des formations. Oui, Bénéficier des formations d'abord parce que, comme je vous ai dit, le plus grand problème, c'est que vous pouvez avoir des idées, mais l'intelligence financière n'est pas donnée à tout le monde. Il y a de ceux qui ont la chance d'avoir appris à l'école, il y a de ceux qui ont ça de manière innée. Mais maintenant, il faut accompagner pour savoir comment est-ce que la gestion, vous avez non seulement le les projet se fait. âges? Oui, bien sûr. D'abord, il faut Gère. être adulte, mais aussi il faut avoir une capacité de synthèse, c'est-à-dire être intellectuel, ou avoir la possibilité de lire et écrire. Parce que cela permettrait que vous puissiez travailler avec nos plateformes pour que nous puissions suivre votre activité et vous donner les conseils qu'il faut. Mais vous savez que la jeunesse congolaise, beaucoup de gens ne s'intéressent pas aux études. Donc, moi, je pense qu'il ne faudrait pas les mettre en écart, mais aussi les apprendre quelque chose à faire. Raison pour laquelle, madame, nous appuyons énormément le programme du chef de l'État de la gratuité de l'enseignement. Parce que vous savez que la main-d'œuvre d'un pays à forte démographie comme la République démocratique du Congo est très intéressante. Lorsque vous voyez les pays émergents, vous vous rendez très vite compte que la productivité intérieure est le collatéral du niveau d'alphabétisation de cette population. Donc, si aujourd'hui nous arrivons à donner un niveau suffisant d'alphabétisation à nos populations, il n'est pas dit que tout le monde doit nécessairement se rendre à l'université, mais avec une base de lecture et d'écriture, les Congolais peuvent s'orienter vers des métiers de professionnalisme, qui fait qu'ils peuvent, dès la fin de leur formation, être créateurs de richesse. Exact. Je donne un exemple. Une personne qui a fait un bac plus 5 à l'université pour faire l'économie devra se promener avec son CV pour trouver du travail. Mais un jeune qui aurait fait 9 ou 12 mois à l'INPP pour apprendre le froid est déjà quelqu'un qui peut créer de la richesse. En ce moment-là, une personne qui a des idées pour monter une structure, pour commencer à demander de la clientèle pour faire des entretiens de climatiseurs, ainsi de suite, nous pouvons l'accompagner dans l'acquisition du matériel et lui-même va démarcher pour trouver les clients et commencer déjà à créer de la richesse. Donc, nous appuyons ce programme du chef de l'État pour rejoindre ce que vous venez de dire par rapport au taux
d'alphabétisation de notre pays qui doit aller crescendo. Exactement. Et parlons de la situation de l'Est du pays. Quel est votre avis? D'abord, il faut comprendre que la situation de l'Est de notre pays n'est pas une situation qui est née aujourd'hui. Il faut l'analyser depuis les années 96-97, lorsque le Zaïre du maréchal Mobutu est attaqué. Et puis ensuite, c'était la guerre des minerais. Le plus grand problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des grandes firmes internationales qui ont décidé de passer par le Rwanda pour piller les richesses de la République démocratique du Congo. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que le Rwanda soit aujourd'hui en train d'exporter des millions, on parle pratiquement de 2 438 306 millions de tonnes de cobalt pour créer de la tantalite qui a été exportée par le Rwanda, alors que le Rwanda n'a pas ce minerai. Ça signifie donc que ce minerai est volé quelque part. Volé où? En République démocratique du Congo. Donc, ce marché parallèle et illégal est à la base de cette déstabilisation de cette partie de notre pays, où on peut recenser près de 60% des réserves en termes de cobalt et d'or du monde. Donc, la guerre qui nous est imposée est une guerre de conquête de richesse. Alors, le Rwanda a pris ce mauvais rôle et a utilisé certains Congolais naïfs qui ont voulu répondre à leur frustration en servant de bras séculier à ce pilleur qu'est M. Paul Kagame. La conséquence de tout cela, c'est que il y a des pertes en vies humaines. Aujourd'hui, on atteint près de 7 millions de morts et seulement en 2 jours de combat à Goma, on a perdu 3000 de nos compatriotes. Ça signifie donc que le monde entier est coupable de cette guerre. Pourquoi? Parce que chaque année, on vend près d'1,5 milliard, 1,5 milliard de téléphones portables, près de 500 millions de tablettes électroniques, près de 200 millions d'ordinateurs ou de PC. Tous ces terminaux informatiques utilisent de la tantalite ou de lithium qui provient en grande partie de la République démocratique du Congo. Et au lieu que ces grandes firmes viennent s'approvisionner de manière légale au niveau de notre gouvernement, ils préfèrent faire du chiffre en passant par un voyou qui déstabilise notre pays. Donc, nous devons nous réveiller et c'est un appel au monde entier pour que l'on prenne conscience que dans nos téléphones, il y a le sang des Congolais qui est dedans. Merci beaucoup. Merci à vous de répondre à notre invitation. Je sais que c'était pas facile pour vous, malgré vos multiples réunions, mais vous avez pris l'initiative. Mais écoutez, c'est toujours intéressant de partager un peu son expérience. Alors, je vous remercie infiniment. C'est à moi de vous remercier. Et je vous dis à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et restez connectés sur toutes nos plateformes de diffusion. À très bientôt.